On repart les amis, on repart alors avec un autre des personnages de l'entrepreneuriat que j'adore, Nicolas Gaume. Bonjour Nicolas, c'est notre anniversaire, tu sais. Bon Nicolas. anniversaire, absolument. Voilà, je suis très heureux d'être là pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire. Toi qui as lancé ta première boîte, t'avais quel âge Nicolas quand t'as... Un peu moins de 19 ans. Eh ben voilà, c'est ça, tu vois. Tcha, quelle histoire. Bon, maintenant, alors j'ai mis entrepreneur de l'espace parce que c'est pour ça que je suis ravi que tu sois là. J'ai l'impression que c'est sérieusement un nouveau champ d'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment maintenant en Europe que ça commence à se matérialiser, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que ce secteur se développe, avec beaucoup de gens qui viennent de la tech, du numérique. Mais on est bien d'accord, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne s'agit pas de fusée, il ne s'agit pas de satellite, c'est pas l'univers de Thales, c'est pas l'univers d'Elon Musk. Non, c'est vraiment tout ce qui va autour de l'espace et de la passion, en fait, pour l'espace. C'est ça qui est aujourd'hui... Et des opportunités. En fait, ouais, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a une infrastructure qui a été vraiment rafraîchie par les Elon Musk, à laquelle malgré tout Thales et Airbus contribuent. Bien sûr. Et sur cette infrastructure prospère une flamme entrepreneuriale qui est celle qu'on a connue avec le web, la tech, quand Internet s'est libéralisé, que les forfaits de communication sont devenus moins chers. Eh bien, tout ce qui va autour, au-dessus et au-delà se construit. Voilà, c'est ça. Autour, au-dessus et au-delà. Parce qu'on est bien d'accord. Alors, et oui, Elon Musk l'a fait, mais bon, est-il vraiment de notre galaxie, justement, celui-là? Il y a quand même des trucs assez incroyables. Il faut quand même pas l'enlever. Mais c'est quand même de l'entrepreneuriat un peu hors d'atteinte que d'aller construire, j'en sais rien, moi, aujourd'hui, justement, d'aller sur le terrain de Thales, d'Airbus, de Tesla, de la NASA, de Arianespace, etc. Ça l'est. Il y a quand même des entreprises qui se lancent dans la construction de véhicules en Europe. Là, j'étais ce matin avec Daniel Metzer, le patron de Isar Aerospace, qui est une start-up allemande qui a levé 75 millions il n'y a pas très longtemps, qui construit des fusées. Donc, c'est quand même aussi des choses qui se font. Raconte-moi ça, Isar Aerospace. Voilà, une entreprise allemande, un jeune ingénieur qui se lance dans la construction de fusées. Donc et de fusées pour lancer des satellites? Absolument. Et là, il y a une fusée légère pour lancer ces nouveaux nanosatellites qui vont être... Mais pas seulement, non, ça peut être des charges assez importantes. Ils ont un contrat avec Airbus, ils travaillent avec l'Agence spatiale européenne, donc il y a des choses. Et c'est quoi? C'est un effondrement des coûts de production, par exemple, qui permettent à un entrepreneur... Il y a objectivement un investissement public, parce que là, sur le coup, les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui dans une course qu'on a connue avant entre la Russie et les États-Unis pour la conquête de la Lune et de Mars. Donc il y a des sommes assez titanesques qui s'investissent aux États-Unis et en Chine. Là, c'est le seul projet bipartisan qui a été voté, qui est le budget de la NASA, qui est, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais il est pharaonique. La Chine, on dit qu'elles ont entre 5 et 6% du PNB qui est envoyé, qui a investi dans le programme chinois. Donc il y a tout ça. Après, in fine, effectivement, l'infrastructure se construit, elle se stabilise et les usages prospèrent. Il y a aussi une grande culture américaine du partenariat public-privé avec objectivement, c'est ce qu'a aussi fait Elon Musk, un appel d'air aux entreprises commerciales. Et je pense que l'Europe est en train de prendre le pli, plus tard, mais elle le prend vérisant. Alors, est-ce que c'est ça le sujet d'ailleurs, après, rassure-toi Nicolas, on va parler d'Orbit, mais d'ailleurs, c'est basé à Seattle, mais on dit Orbit. Ah oui, c'est une entreprise française basée aux États-Unis. Non, c'est vraiment une entreprise française. Ce qui voudrait rien dire d'ailleurs. Non, pas grand-chose. Mais donc, non, mais est-ce que le sujet, c'est pas que les États se rendent compte quand même de leur lourdeur et sur cette accélération dingue aujourd'hui de la course à l'espace, ils ont besoin de l'entrepreneuriat privé? Moi, après, je crois qu'on partage cette vision du monde, mais je crois qu'il y a toujours une intelligence. Les plus grands succès, c'est quand la puissance publique et l'intérêt général rencontrent l'initiative entrepreneuriale privée. Voilà. Clairement, c'est vrai que la commande militaire, la commande souveraine a fait beaucoup du spatial et continue à faire énormément du spatial. Mais effectivement, le numérique a déjà développé énormément d'usages qui sont liés à la télécommunication tout azimut. Donc les télécoms, les satellites, nanosatellites, etc. Tout le big data, l'analyse d'images fait aussi qu'il y a énormément d'opportunités qui se créent. Donc tout ça, plus le numérique se développe, plus on a besoin de cette infrastructure. Et puis le rêve de l'espace, on est tous aussi des geeks, on a tous rêvé devant, je crois vraiment, la pop culture a fait qu'aujourd'hui il y a une génération de quadragénaires, de quinquagénaires qui ont grandi dans cet environnement et qui se disent pourquoi pas y aller maintenant. Et j'en fais partie, je le revendique. Et on fait des choses aujourd'hui qui effectivement pensaient être totalement science-fictionnesques. Et pour revenir à ta question... Tu crois que tu iras dans l'espace? Je pense que j'irai dans l'espace, je pense que mes enfants iront dans l'espace, effectivement. Ouais. Non, mais tes enfants, mais toi, tu iras dans l'espace. Disons que je suis un peu plus proche de ceux qui pourraient m'y emmener, donc j'ai un peu plus de chances d'y aller. Ça coûte très cher, néanmoins, encore. Mais oui, ça coûte très cher. Alors, justement, parlons d'Orbit, parce que là où je trouve très intéressant ce qu'on vient de se dire, c'est que tu joues quand même... Alors, on va voir, tu nous as apporté un petit film. Donc, en gros, ce que tu vends, ce sont des vols qui sont... Alors, voilà.
tu joues quand même énormément, tu vends des vols, alors ça s'appelle suborbitaux, c'est ça Suborbitaux et orbitaux. En fait, Orbit, c'est une entreprise qui se veut l'entrée dans ce monde spatial. On est l'année 1 du tourisme. Aujourd'hui, cette année, on a Richard Branson qui va voler en suborbital avec Virgin Galactic, l'entreprise qu'il développe depuis quelques années. Jeff Bezos va faire la même chose. Et il y a le premier vol orbital entièrement privé, SpaceX, avec 4 passagers qui part à l'automne. Donc on est vraiment l'année 1 du tourisme spatial. Alors ça veut dire quoi, suborbital? Donc suborbital, c'est une centaine de kilomètres. D'accord. Donc grosso modo, si tu situes, parce qu'on perd un peu les notions, mais en gros, l'Himalaya, donc un peu moins de 9 km, les avions 10 à 11, 100 km, c'est le début de l'espace. La station orbitale internationale, c'est 450 km. Ensuite, on passe la limite du champ électromagnétique terrestre, on rentre dans l'espace, puis la Lune, puis voilà. Donc, on est à 100 km pour les vols suborbitaux. Blue Origin, Virgin Galactic, c'est des vols cette année qui vont pouvoir se faire. Alors, Blue Origin a mis le billet en vente aux enchères et il est arrivé à un chiffre pharaonique de 28 millions de dollars, mais Virgin vendait ses billets 250 000. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour 28 millions de dollars? Ils vont aller passer quelques minutes dans l'espace. C'est dingue, mais Virgin Galactic a 600... Donc il va monter, il va redescendre, on est d'accord. Donc il y a 600 personnes qui ont payé l'équivalent à peu près 250 000 $ chacun pour aller dans l'espace. Et il y a 8 000 personnes qui sont inscrites pour pouvoir y aller et réserver un ticket. Et c'est des choses qui continuent à se développer. Et pour prendre une photo. Prendre une photo, vivre la photo la plus chère du monde. Vive l'impesanteur. Et c'est le début, parce qu'in fine, les vols s'allongeront et on pourra aller de plus en plus loin. Bon. Et alors après, il y a effectivement ce que SpaceX propose. Enfin, juste pour faire un tour de la Terre, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire, alors sur ces deux sociétés, non, mais SpaceX, oui. C'est-à-dire que la mission qui s'appelle Inspiration 4, qui partira à l'automne, c'est 4 personnes, 55 millions de $ le billet, qui vont effectivement, eux, faire des tours de la Terre. Et alors après, il y a encore mieux. Il y a la société Axiom, qui est une société privée américaine également, qui va proposer une semaine sur la station orbitale internationale au début de l'année prochaine. Donc, dans les 12 mois qui viennent, le tourisme spatial devient une réalité accessible à des gens fortunés, mais accessible. Et on peut imaginer que le prix va baisser. À des gens très très fortunés quand même. Et alors toi, c'est marrant, tu as la bonne idée. Est-ce que d'une certaine manière, c'est vendre les pelles et les pioches, tu sais, de ce qu'on dit de la ruée vers l'or? Alors c'est un peu... oui, non, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand... Moi j'ai un projet, celui qui me passionne, qui est Space Cargo Unlimited, qui est une entreprise qui veut développer ce qu'on appelle le in-space manufacturing, c'est-à-dire que l'ambition qu'on a avec Space Cargo, c'est fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée terrestre, parce que l'impesanteur permet de développer des techniques dans le domaine des sciences de la vie, de l'agriculture, ce que l'on fait, et dans les nouveaux matériaux assez remarquables, et je crois que c'est le futur de l'industrie. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Si je veux parler d'orbite, oui, on va parler des deux. Faut dire un mot. Non, mais faut dire un mot là-dessus. Très bien. Bon. C'est au nom de ce Space Cargo Unlimited que tu as envoyé, par exemple, des sarments de vigne, des bouteilles, bordelais, du Bordeaux, voilà. Pour voir comment ça se développait, comment ça vieillissait. On va capter quelque chose de passionnant, c'est la gravité. Alors, si je peux parler 2 minutes de ça... Mais allons-y, on a le temps, Nicolas. L'absence de gravité, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Depuis que la vie existe sur Terre, 4,5 milliards d'années, tous les paramètres de la vie ont bougé. La température, la pression, l'humidité, la luminosité. Sauf la gravité. Et l'évolution de la vie s'est toujours fait avec cette constante, qui est devenue de facto, et on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est partout pareille, la colonne vertébrale de la vie. Quand on enlève la gravité, on crée un stress qui est absolument considérable, et c'est ça qu'on va capter pour faire évoluer naturellement, c'est ça qui est fascinant, des végétaux. La problématique que l'on traite spécifiquement sur cette première mission, c'est celles qui sont liées au réchauffement climatique. Aujourd'hui, faire du vin à Bordeaux, c'est et dans le monde, c'est de plus en plus difficile. Un vin de Bordeaux dans les années 70, 11 à 12 degrés d'alcool. Aujourd'hui, 13 à 14. Demain, est-ce qu'on pourra toujours en faire? Donc, il faut replanter des vignes plus résistantes, plus adaptées. En même temps, il y a une demande d'une agriculture moins chimique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des plantes bio plus adaptées à ces changements? Eh bien, l'espace est une solution, parce que le stress que va vivre cette plante au moment où on l'amène, c'est-à-dire que c'est un stade de développement très précis, face à ce stress, elle va gagner des caractéristiques, et je peux expliquer précisément lesquelles, pour pouvoir, in fine, avoir une plante plus résistante au changement climatique. Je vais expliquer pourquoi. Incroyable. Et on est au début du programme, mais on amène des sarments, alors on a envoyé 320 sarments, qui sont des petits bouts de bois, donc assez résistants, dans un état de 2-3 degrés Celsius avec un petit peu d'eau. On les a exposés à cet environnement, on les a ramenés, on les a replantés. Qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord, à l'œil nu, la plante se développe beaucoup plus vite que leurs jumelles terrestres qu'on avait gardées sur Terre dans les mêmes conditions. Et quand on les regarde au niveau cellulaire, et
c'est très tôt, donc mon équipe scientifique me tuerait si ils vont peut-être m'entendre. Donc je l'espère. C'est un peu raté. Voilà. Mais en gros, la structure cellulaire des plantes spatiales est inverse. C'est-à-dire qu'on a 80% de gros vaisseaux, 20% de petits sur la plante terrestre. On a l'inverse sur la plante spatiale. Et on constate et on a commencé à faire des expérimentations en exposant nos plantes au mildiou, qui est une maladie difficile à traiter pour les vignes en général. Et on a vu qu'il y avait une résistance supérieure naturellement par cette structure et par d'autres paramètres qu'on est encore en train d'étudier. Donc on va continuer à laisser la vie prospérer. Et ces plantes-là, on va les exposer au phylloxéra et à d'autres maladies. On travaille avec un pépiniériste incroyable qui s'appelle Mercier, qui est un des géants et fournisseurs de la plupart des viticulteurs dans le monde. Et on espère, au fur et à mesure des avancées, commercialiser des plantes vignes naturellement évoluées dans la station. C'est extraordinaire parce que j'avais un peu l'impression, Nicolas, qu'en fait, cette histoire d'espace, ça resterait une histoire de milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Et tu me dis non, il y a un potentiel de croissance, il faut bien l'appeler comme ça. Et sur ce et sujet, il est saine. Je crois. Voilà. Il y a d'autres domaines qui ne sont pas ceux qu'on explore aujourd'hui. Nouveaux matériaux, il y a des alliages que l'on peut faire sans gravité, il y a des produits qui ont été fabriqués, des câbles. Et qui vont résoudre un certain nombre des équations qu'on n'arrive pas à résoudre sur Terre. Dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux. Donc ça, c'est l'utilisation des pesticides, des OGM et absolument. de toutes ces histoires-là. Donc ça, c'est ce que nous poursuivons avec Space Cargo, c'est vraiment le projet sur lequel je suis pleinement impliqué. Et donc Orbit. Mais à force d'aller visiter les spatioports américains, j'ai été frappé par le paradoxe qui est que d'un côté, SpaceX, Blue Origin, Virgin, Axiom, ce sont les entreprises phares du spatial américain, misent tout sur le tourisme spatial. En fait, c'est un élément fondamental de leur business model. Et à côté de ça, quand vous allez dans un spatioport américain, c'est un camp militaire. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est pas très... L'infrastructure est assez militaire, donc c'est entouré de petits hôtels pas chers. Pour que les gars s'entraînent, se préparent, résident, sont en quarantaine. C'est les programmes militaires. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, le début d'Orbit, c'est dire... Alors, je suis fils d'hôtelier-restaurateur, il faut aussi le préciser. Ma famille est propriétaire d'un hôtel qui s'appelle La Corniche, à Pilas-sur-Mer, sur le bassin d'Arcachon. J'ai grandi dans cet hôtel, j'ai fait tous les métiers avec mon père et ma mère, et mon frère et ma sœur. Et donc, voilà, moi, ça m'a choqué de voir un Days Inn, un Best Western, qui sont des bons hôtels entrée de gamme, avec des gens qui vont payer 55 millions de dollars pour aller dans l'espace. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un peu de pognon à leur prendre. Hein je ne l'ai pas du tout dit comme ça, Stéphane. Hein, ouais, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Mais, je dis comme ça. Bref, donc on s'est dit, on va construire un lieu unique. Bien sûr. Et j'ai convaincu avec une équipe, la direction d'un spatioport américain, de construire un lieu unique. On va y construire un hôtel de 50 chambres de luxe, 2 restaurants, un environnement et un centre de formation de très grande échelle. On dévoilera cette année, cet été même précisément, le lieu, et on dévoilera sans doute à la fin de l'été l'équipe de design et d'architecture, et on ouvre en 2024. Donc, effectivement, et avec quand même cerise sur le gâteau, des expériences d'apesanteur à travers un avion qui monte et qui redescend très fort, c'est ça? L'objectif de cet endroit, c'est d'accueillir un environnement qui se développe, accueillir ces futurs touristes spatiaux et effectivement les préparer. Donc on aura un centre de formation avec une centrifugeuse qui prépare à la simulation à haute gravité. On a un partenariat avec une entreprise qui fait des vols en zéro gravité, qui va effectivement faire tester ce qu'utilise Thomas Pesquet et les autres, donc le 0G. Et puis des salles de classe. D'ailleurs, dans la petite vidéo qui est passée là. On va peut-être remettre d'ailleurs. Des salles de classe, des formateurs, on a tout un tas d'anciens astronautes. Alors, mais ton public, évidemment, tu le penses plus large que ceux qui, à un moment, vont monter vont dépenser 50 millions de dollars. Évidemment, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser cette préparation. On fera des packages à 1 000 euros. C'est une sorte de parc d'attractions que tu es en train de faire, Nicolas. Mais si, quand même. Alors, parc d'attractions. Ça dépend comment on définit. Est-ce qu'aller chez Alain Ducasse dans un bon restaurant, c'est aussi parc d'attractions? Si tu vas par là, mais non, dépend de l'attraction. C'est des activités. C'est du plaisir. Non, mais c'est du plaisir, c'est de la qualité. Ce qu'on veut, c'est faire le meilleur de la formation avec le meilleur de l'expérience hôtelière et de restauration. Et c'est ce mariage-là qui fait la spécificité d'Orbit. C'est le fait qu'on va avoir un lieu unique, avec un centre unique qu'on dévoilera, et je pense que c'est quelque chose qui fera date. Et qui restera. C'est-à-dire que c'est un endroit emblématique dans un endroit emblématique, donc on pense qu'on aura quelque chose de durable. Et on va faire une formation qui sera, encore une fois, le meilleur de ces deux mondes qui ne se parlent pas. On peut faire des formations techniques très pointues, et l'Agence spatiale américaine, l'Agence spatiale européenne font des formations, mais vont s'arrêter à la technique, à la préparation. Nous, on pense qu'il y a des éléments de préparation mentale, de projection, de pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut aller là-bas, d'expérience qui va
accompagner en coaching, en suivi, toute ce mental, parce que c'est aussi une expérience très, très, très forte. Et c'est ça qu'on va offrir. Et on le fait dès cette année dans des stages qu'on va opérer à partir d'hôtels existants, dont la Corniche, où nous ouvrons la semaine du 23 août un séminaire de 4 jours pour préparer une expérience incroyable. Mot, Nicolas, parce que tu es aussi cadre chez Microsoft. Alors, tu es entrepreneur, donc ça s'arrête jamais, ça j'ai compris, ça y est, c'est un truc, je pense moi que c'est un truc génétique. Donc, non, mais sérieusement, c'est pas possible, il y a des familles d'entrepreneurs. En même temps, on me dit, oui, mais c'est parce qu'ils en entendent parler à table. Quand tu es à table dans une famille d'entrepreneurs, ça ne parle que d'entreprise, donc forcément, c'est un virus qui te saisit à un moment. Ah, c'est mon cas, je suis arrière-petit-fils d'entrepreneur, ouais, voilà, et ça transmet. Bon. Mais tu as quand même un boulot chez Microsoft. Absolument. Donc, que je fais avec passion et qui me prend du temps. C'est sur le mindset de la grande entreprise, c'est-à-dire, ils te laissent faire ça parce qu'ils savent très bien que il y a des allers-retours, que c'est plus de dynamisme aussi pour l'ensemble de ton boulot de Microsoft, ou tu le fais, c'est un hobby, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Quand il se trouve que je rentrais chez Microsoft par le biais d'une start-up à laquelle j'étais associé, qui s'est fait racheter. Puis une conversation d'un et une autre. Moi, je lançais avec Emmanuel Chopard, mon associé Space Cargo Unlimited. Et j'ai un des dirigeants de Microsoft qui m'a dit, viens. Moi, je dis, je peux pas, je lance cette start-up. Il m'a dit, c'est pas grave, on va pouvoir accommoder et accepter. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, c'est ça. Et ensuite, les choses se sont développées ainsi. Après, j'ai fait effectivement 30 ans. Mais eux, ils veulent du dynamisme entrepreneurial au sein de leur organisation. C'est une entreprise, et je crois qu'on a eu l'occasion de le dire, qui vraiment s'est transformée remarquablement sous le leadership de Satya Nadella. Il y a une culture d'entreprise qui est extraordinaire, qui est puissante, qui se renouvelle. Moi, ça fait 30 ans que je fais du numérique, de la tech, de l'IT, donc c'est un domaine que je connais bien. Et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir de le faire à l'échelle de Microsoft. Et effectivement, je serai, je ne sais pas, Ironman, ce que je ne regrette de ne pas être. Je ferai un entraînement l'été, le week-end, la nuit, intense. Je pense que ça ne serait pas plus exigeant. Et donc, à partir du moment où je fais bien mon boulot chez Microsoft. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Et je continue à faire cet ensemble. Après, j'ai un associé qui gère Orbit. Donc, c'est pas moi qui suis aux commandes. Et je m'associe avec une équipe remarquable. Donc, j'ai cette chance. Et c'est tout à fait la même chose. Déléguer, l'une des clés. Truc que j'ai bien appris, ça, en un an. Merci, Nicolas. Nicolas Gaume, notre invité sur Bismart.